le premier point sur 1, positif, moins le deuxième point sur 1, négatif, ça donne 0. Le deuxième point sur 2, moins le deuxième point, plutôt, plus deuxième point sur 2, négatif, ça va donner 0. Donc, toutes les impulsions qui sont sur les points de 1 à l'infini vont être négatifs. D'accord? Donc, ce qui reste uniquement la valeur au point 0. D'accord? Donc, égal à 1 pour n égale à 0, sinon elle est nulle. En dehors de 0, elle est nulle. Maintenant, pour l'échelon unité, comment je peux le représenter? L'échelon unité, je vous ai dit, donc c'est une valeur à 1 égale à 1, d'accord? n égale à 1 pour toute n supérieure ou égale à 0, d'accord? Maintenant, pour le cas numérique, je prends des échantillons, quelques points, d'accord? Voilà, j'ai pris quelques points au point 0, au point 1, au point 2, au point 3, au point 4, et ainsi de suite. Je peux continuer avec des points, d'accord? Mais ici, comment je peux, si vous regardez bien, donc ici, l'échelon unité, il est formé de quoi? Des impulsions, d'accord? Donc, c'est des Dirac. Dirac au point 0, Dirac au point n égale à 1, Dirac au point n égale à 2, au point n égale 3, et ainsi de suite. Donc, c'est une somme de quoi? D'impulsion de Dirac. Donc, voilà, c'est une somme d'impulsion delta k, pour k allant de 0 à n, pour avoir delta n. D'accord? Pour k égale à 0, j'ai la première impulsion au point 0, plus pour k égale à 1, j'aurai delta 1, plus delta 2, plus delta 3, plus delta 3, 4 et ainsi de suite. Ainsi, je peux former un échelon unité discret. D'accord? Donc ici, l'échelon unité discret est formé par la somme d'impulsions de Dirac. D'accord? Pour k allant de delta k, pour k allant de 0 à n. Donc, ça va donner delta de 0 plus delta. Si je développe cette sommation, ça va donner delta 0 plus delta 1 plus delta 2 plus delta 3 jusqu'à delta égale à n. D'accord? Donc, ici, voilà l'échelon unité égale à 1 pour toute valeur de n supérieure ou égale à 0 et nul pour les valeurs négatives. D'accord? Donc, voilà aussi exponentielle décroissante réelle. Donc, je vous ai donné cette forme pour une expo décroissante, exponentielle décroissante, xn égale à la puissance n multiplié fois un. Pourquoi je l'ai multiplié fois un? Pour rendre la séquence numérique xn positive. D'accord? Ici, le n, il est comment? Le a, plutôt le a, il est inférieur à 1. D'accord? Le a, il est entre 0, il est entre 0 et 1. D'accord? Le a, il est entre 0 et 1. Ici, pour n égale à 1. Pour n égale à 1, ça va donner, plutôt pour n égale à 0. Donc, ça va donner à la puissance 0. A à la puissance 0, ça va donner 1. D'accord? Pour n égale à 1, ça va donner A à la puissance 1. Avec A, je vous ai dit, il est entre 0 et 1. D'accord? Donc, il est inférieur à 1 et supérieur à 0. Pour n égale à 2, donc c'est une valeur encore petite. De plus, en augmentant le n, de plus, le A s'approche de 0. D'accord? Pourquoi? Puisque A, il est entre 0 et 1. D'accord? De plus, en augmentant le n, d'accord, à la puissance n, de plus, la valeur de xn diminue jusqu'à ce que le x de n égale à 0. D'accord? Vous voyez l'expo décroissante, comment elle évolue. D'accord? De plus, en augmentant le n. D'accord? Donc, c'est des impulsions de Dirac, d'accord, qui apparaissent, qui sont espacées d'un pas 1. Le TE, je vous ai dit, égal à 1. D'accord? Voilà comment on trace l'expo décroissante et c'est comment elle est positive. D'accord? Elle est nulle pour les n négatifs. Même chose, voilà comment on calcule l'énergie. D'accord? Comme le cas des signaux continus, à temps continu. Même chose pour les signaux à temps discret. D'accord? Donc, voilà ici, énergie, puissance de signaux discrets. Donc, le cas est le même que les signaux à temps continu. Je calcule l'énergie d'un signal continu ou bien à temps continu. Donc, c'est une forme intégrale, d'accord, continue. Alors, je calcule l'intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini ici, du signal continu, x de t, en module, d'accord, carré, dt. Maintenant, pour le cas ici discret, l'énergie se calcule comme ici, je vous ai dit, c'est une séquence ici, c'est une suite de valeurs discrètes. D'accord? C'est une suite de valeurs discrètes. Donc ici, ce n'est plus quelque chose de continu. D'accord? Je n'utilise pas l'intégrale, j'utilise une sommation. D'accord? J'utilise la somme des n allant de moins l'infini à plus l'infini.
d'accord? De la séquence xn. C'est une séquence ou bien c'est une suite de valeurs discrètes xn. Donc, c'est un intervalle ou bien un vecteur de points discrets. D'accord? X de 0, X de 1, X de 2, X de 3, jusqu'à X de n. D'accord? Donc, voilà, n allant de moins l'infini à plus l'infini. Mais dans ce cas-ci, donc on ne peut pas travailler avec des séquences qui tendent à l'infini, puisqu'ici le calculateur ne peut pas travailler avec ces grandes valeurs qui tendent vers l'infini. Donc il est limité. Donc elle présente une mémoire limitée. Donc on est obligé de limiter le nombre de valeurs. Donc de n. D'accord? Donc j'utilise ici quand même la taille de la séquence définie. D'accord? Qui est définie sur ici une taille donc bien connue, d'accord? N, je mets par exemple sur 100 points, 300 points, 1000 points, d'accord? Donc voilà, ici pour l'énergie, il se calcule par la forme d'une somme, d'accord, d'une séquence numérique, d'accord, ou bien de valeurs numériques xn carré, d'accord? Donc c'est le même cas que le signal à temps continu. Donc ici à temps continu, nous utilisons x de t carré. Mais à temps discret, nous utilisons XNTE. D'accord? On discrétise le temps. D'accord? XNTE. Avec TE, on l'a normalisé à 1. Donc, il nous reste X de N. D'accord? Même chose pour la puissance. D'accord? Pour le cas des signaux à temps continu, on a travaillé avec une forme intégrale. D'accord? Une intégration sur une période. D'accord? De moins t sur 2 à t sur 2. Donc ici, se pose une période, c'est la taille de la séquence qu'on divise, d'accord? Nous prenons le point milieu, d'accord, de la séquence, et je prends la gauche et la droite de ce point milieu, d'accord? De n allant de moins, donc comme ici, la séquence, la taille taha, c'est n, d'accord? Donc je divise la taille de cette séquence, d'accord? 1 sur 2 moins 1 sur 2 à 1 sur 2, d'accord? Ici, on a pris des valeurs négatives. Or que le calculateur ici travaille avec à temps réel, d'accord, travaille à temps réel. Donc, on est obligé de faire une translation vers le positif, d'accord. Donc, on va translater toutes les valeurs vers le positif, d'accord. Donc, ici, on va travailler de 0, le n sur 2, je le rajoute côté droite, d'accord. Donc, ça va être quoi? De 0 à n. De 0 à n plus 2, à n plus 1. D'accord? Parce qu'ici, j'ai le point milieu. Plutôt, je pars de 0. Je pars de 0. Donc, combien ça va donner? Donc, de 0 à n. Donc, combien de valeurs? C'est n plus 1. Donc, je travaille de 0 à n. D'accord? Donc, voilà, 1 sur n. Vous avez, dans le cas ici des signaux à temps continu, on a travaillé limite 1 sur t pour t tend vers l'infini. D'accord? Ici, pour le cas des signaux non périodiques, à temps continu, hein. Mais pour les signaux périodiques, on n'a pas utilisé la limite. On a travaillé ici, on a calculé la puissance du signal, donc égale à quoi? Égale 1 sur la période intégrée sur une période, x de t carré dt. Le cas des signaux ici discrets, donc on travaille avec limite, donc ici vous voyez, 1 sur n, le n c'est la taille de la séquence numérique. La séquence numérique, donc elle est donnée sous forme d'un vecteur de valeur, d'accord? La taille, c'est le nombre de points, d'accord? Que peut contenir le vecteur HADA, d'accord? C'est le nombre de points numériques. 1 sur n, donc c'est la taille de la séquence numérique. Ici, donné sous forme d'une somme n allant de moins n sur 2 à plus 1 sur 2 de la séquence x de n carré. D'accord? Mais lors de calcul, on fait une translation de n sur 2 vers la droite pour rendre tout positif. D'accord? Donc, voilà ici pour la puissance. D'accord? Dans le cas des signaux à temps continu, c'est une intégrale intégrée sur une période. Ici, c'est une somme sur le nombre de valeurs du vecteur xn. D'accord? Donc voilà, maintenant pour la somme et plutôt pour la puissance et l'énergie. Donc il se calcule comme le cas des signaux à temps continu, sauf ici ici la période dans le temps continu. Ici pour le temps discret, on la remplace par la taille, la longueur de la séquence. D'accord?
Maintenant, voilà pour la représentation des systèmes à temps discret. D'accord, à temps discret. Donc, on vous donne un système à temps discret. D'accord. Temps continu, il est formé par quoi? Il est formé par des circuits électroniques. D'accord. Il est formé par des circuits électroniques. Il peut être de type RC, RL, d'accord, RLC, d'accord, ou bien de type actif. Ici, vous voyez système à temps discret. Ce n'est qu'un programme, d'accord? Ce n'est qu'un programme donné sous forme ici d'une, ici, ou bien traité par le calculateur. Ce n'est qu'un programme. Donc ici, on attaque ici, on met des entrées pour ce programme et on reçoit les sorties, d'accord? Un système à temps discret est défini comme un opérateur entre deux signaux à temps discret. Vous voyez? Donc ici, vous voyez le signal d'entrée. À son entrée, elle reçoit UN et elle nous renvoie la sortie, Y de N. D'accord. Ici, le système peut être quoi ici? Comment on peut définir ce système? Il peut être défini par quoi? Il peut être défini par son équation aux différences ou bien récurrente. D'accord. On verra ce type d'équation. Ou bien, il peut être défini par quoi? C'est comme le cas des systèmes à temps continu. Il peut être défini par sa fonction de transfert. À temps continu, on a vu la fonction de transfert en utilisant quoi? La transformée de Fourier ou bien la transformée de Laplace. D'accord? Ici, pour le cas discret, en utilisant la transformée de Fourier discrète ou bien une autre transformée, laquelle c'est la transformée en Z. Vous avez vu ça en troisième année, les réglages échantillonnés. D'accord? C'est la transformée en Z. Donc, avec cet outil mathématique, je peux définir mon système. D'accord? En calculant sa fonction de transfert. D'accord? Donc, ici, l'outil mathématique exploité pour faciliter l'analyse ou bien la définition d'un système à temps discret est la transformée en Z. D'accord? C'est la transformée en Z ou bien la transformée de Fourier discrète. D'accord? Au lieu de travailler avec T, on travaille avec N. Donc, voilà ici, quatrièmement, donc système linéaire invariant discret. On a vu ça pour le cas des systèmes à temps continu. Donc, on a parlé de cette caractéristique ou bien de cette spécificité. D'accord? Donc, système linéaire invariant dans le temps. C'est quoi un système linéaire? C'est quoi un système invariant? Donc, cette spécificité est appliquée aussi pour les systèmes à temps discret. Et c'est pourquoi? Et c'est pour qu'on puisse appliquer ce qu'on appelle le produit de convolution, d'accord, pour déterminer la réponse d'un tel système. Donc, il faut que ce système soit linéaire, invariant dans le temps. C'est comme le cas des systèmes à temps continu, d'accord? On a dit que le produit de convolution s'applique pour les systèmes linéaires invariants dans le temps. D'accord? C'est linéaire invariant dans le temps, tant mieux. Donc, ça sortit ce calcul en utilisant donc ici ce qu'on appelle le produit de convolution. Donc, voilà pour les systèmes linéaires invariants dans le temps. Y de t, la sortie du système, égale le produit de convolution entre le signal d'entrée et la réponse impulsionnelle discrète H de N. D'accord? Ici, vous voyez ici ce bloc, je vous ai dit, donc c'est un système à temps discret. Je peux le définir par quoi? Par sa fonction de transfert en Z, ou bien par son équation aux différences, ou bien récurrente. Ou bien par quoi? Par sa réponse impulsionnelle Hn. D'accord? Donc voilà les trois cas avec lesquels on peut définir notre système à temps discret. D'accord? Même chose pour le cas continu. Donc, le système est défini par sa réponse impulsionnelle H de t, ou bien sa fonction de transfert, ici, H de f ou bien H de p, d'accord? Laplace ou bien Fourier, ou bien par son équation différentielle. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, comment peut-on faire le calcul de produit de convolution à temps discret? Donc, le cas, c'est comme les systèmes à temps continu. D'accord? J'ai mon système.
définie par sa réponse intuitionnelle H de n, d'accord, excitée par un signal de sortie d'entrée xn, et ça renvoie une sortie y de n. D'accord. Donc alors, c'est un système donc linéaire invariant dans le temps. Donc je calcule y de n égale x de n convolué avec h de n. Alors ça c'est une syntaxe, d'accord, donnée. Donc comment je peux le développer? C'est comme le cas du système à temps continu. Donc on le développe par une forme intégrale, d'accord, par un calcul intégral allant de moins l'infini à plus l'infini, x de taux, h de n moins taux des taux pour le cas continu. Ici pour le cas discret, donc j'ai y de n égale x de n convolué avec h de n égale l'intégrale devient somme. Pourquoi? Puisqu'ici ce n'est que des points. D'accord. Ici, c'est des points discrets, le Hn des points discrets, le Y de n aussi des points discrets. D'accord. Donc, je fais un calcul par somme. Donc, somme de xk fois Hn moins k. D'accord. Avec k allant de 0 à l'infini. Tout dépend ici. Si je vous demande, par exemple, de calculer H de n, Y de n sur 5 points, le k allant de 0 à 4. D'accord. Je calcule sur 5 points. 10 points, 20 points, 100 points, tout dépend. Par exemple, ici, je fixe le n. Comment s'effectue le calcul de produit de convolution ici discret? Donc, je fixe le n et je développe la sommation. Par exemple, ici, je calcule la valeur au point 0, y de 0. Donc, là où il y a le n, je le remplace par 0 dans la somme. D'accord? Donc, j'aurai quoi? La somme de xk h2, ici, au lieu de dire n, je dis 0. h0 moins k. Donc, ça va devenir quoi? La somme de xk h2 moins k. Maintenant, je développe cette somme pour k allant de 0 à combien de valeurs? Donc, ici, par exemple, sur 4 valeurs. Donc, le k allant de 0 à 3. Alors, je calcule x de 0, h de 0, plus x de 1, h de, je remplace le k par 1, ça va donner h de moins 1, plus h de 2, plutôt x de 2, h de moins 2, et ainsi de suite. Ici, si vous regardez bien, il y a apparition des valeurs négatives, h de moins, h de moins 1, h de moins 2, h de moins 3. Or que pour nous, je vous ai dit, nous calculons des séquences, j'ai y de 0, y de 1, y de 3, y de 4, d'accord? Ici, il faut que ce système soit causal, d'accord? Pourquoi? Puisqu'ici, on a commencé par 0, on a commencé par une entrée causale, d'accord? Il faut que le système aussi démarre à partir de la valeur avec laquelle on l'a excité, d'accord? Donc ici, on ne peut pas avoir des valeurs déjà avant l'excitation. Le système ne peut pas répondre avant l'excitation. D'accord? Pour que le système ici réagisse, il faut qu'il y ait une action à son entrée. D'accord? Il faut qu'il y ait une action à son entrée pour avoir une réaction. D'accord? Donc ici, comme nous démarrons de 0, il faut que le H0 donc soit plutôt le H soit H0 et on reçoit Y0 au point 0. D'accord? Donc ici, j'ai x de 1 fois h de moins 1. Donc ici, je renvoie le h moins 1 à 0. Je ne peux pas l'admettre, d'accord? Le h moins 1, donc il est négatif dans mon intervalle. Je n'ai pas le x de moins 1. J'ai x, alors x de 0, x de 1, x de 3, d'accord, pour des valeurs positives. Donc si je trouve ici h de moins 1, h de moins 2, je le renvoie directement à 0. D'accord? Je le rejette directement à 0. D'accord? Même chose ici, si vous trouvez x de moins 1, x de moins 2, donc vous rejetez directement ces valeurs à 0. D'accord? Donc ici, dans cette sommation, si je développe cette sommation, j'aurai quoi? Donc je développe pour le cas allant de 0, par exemple, à 3. Donc j'aurai x de 0 fois h de 0, ici pour calculer le y de 0. Hein. Y de 0, par exemple, je calcule y sur 4 valeurs. D'accord? Donc, j'aurai Y0, Y1, Y2, Y3. D'accord? Je calcule la première valeur de la sortie pour n égale à 0. Dans cette sommation, je remplace le n par 0. La somme x de k, h de moins k. Maintenant, je développe pour k allant de 0 à 3. D'accord? Donc, x de 0, h de 0 plus x de 1, h de moins 1
plus x de 2, h de moins 2, plus x de 3, h de moins 3. Donc, vous voyez, il y a h de moins 1, h de moins 2, h de moins 3. Donc, toute la somme, d'accord, en dehors de x0, h de 0, le reste devient 0. Je suis la sommation uniquement x de 0, h de 0. Mais si je rajoute le plus h de 1, plutôt x de 1, h de moins 1 égale à 0. X de 2, h de moins 2 égale à 0. X de 3, h de moins 3 égale à 0. Il y a uniquement la valeur x de 0, h de 0. Donc, je regarde l'intervalle d'entrée. X de 0 égale à combien? Hop, je tire la valeur de x0 dans l'intervalle ou bien dans le vecteur. Et le h de 0, donc je regarde la séquence ici, ou bien la séquence de la réponse intuitionnelle du système. Hop, h de 0 égale à combien? Je remplace et je calcule le produit de deux valeurs. D'accord? Voilà donc la première valeur de h0. Maintenant, h de 1, même chose. Je remplace le n par 1 et je développe cette sommation. X de k, la somme x de k, h de 1 moins k. D'accord? Ici, le n n'est plus 0. Donc, h de 1 moins k. Maintenant, je développe cette sommation. K, je vous ai dit k allant de 0 à 3. C'est un exemple. Hein? Donc, je développe x de 0, h de 1. Le k égale à 0. Donc, je suis 1 moins k, le k égale à 0, ça va être h de 1. Donc, j'ai x de 0 fois h de 1. Plus, maintenant, pour k égale à 1. X de 1, h, k égale à 1. N égale à 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, j'aurai quoi? X de 1, h de 0. Plus, maintenant, pour la valeur de x de 2, h, donc j'ai n égale à 1, k égale à 2. Donc, h, 1 moins 2, ça va donner moins 1. Hop, j'ai apparition de h moins 1. J'arrête les calculs. Donc, il y a apparition de la valeur négative. Je rejette ça à 0. Donc, j'arrête. Donc, je calcule uniquement les deux sommes. J'ai h de 1, plutôt x de 1, plutôt x de 0, h de 1, plus x de 1, h de 0. D'accord? Donc, je calcule cette somme sur deux sommations. D'accord? Sinon, donc ça va donner des valeurs négatives sur h. Pourquoi? Puisqu'ici, n égale à 1. Et le cas évolue de 0 à 3. D'accord? Donc, ça va donner des valeurs négatives pour h. Je vous ai dit pour la valeur négative de h, c'est 0. D'accord? C'est comme ça qu'on développe la sommation pour un calcul ici de produit de convolution. Donc, le processus de calcul est le même pour les autres valeurs, d'accord? Pour la sortie, y0, y1, y2, d'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant le calcul de produit de convolution? Allô? Non. Donc, le développement est facile. Hein? Alors, maintenant, pour ici, voilà, où H est la réponse intuitionnelle, donc déjà, on l'a défini. Maintenant, réponse intuitionnelle, voilà comment on calcule la réponse intuitionnelle. Ici, c'est une explication ici globalement. Donc, voilà, donc système à temps discret peut être caractérisé par sa réponse intuitionnelle Hn. C'est quoi la réponse intuitionnelle Hn? Donc, ici, ou bien, voilà, donc elle correspond à la réponse obtenue lorsque l'entrée est une impulsion de Dirac. D'accord? Donc, ici, quand est-ce qu'on dit que y de n égale à Hn? Lorsque on fait le produit de convolution avec quoi? La réponse impulsionnelle Hn avec un Dirac. L'entrée est un Dirac. D'accord? On a dit le Dirac est un élément neutre pour le produit de convolution. D'accord? J'ai x de n convolué. Attendez. Voilà, avec Hn, le y de n égale xn convolué avec Hn. Avec ici, xn est un delta n. D'accord, delta n impulsion de Dirac, convolué avec Hn, ça va donner directement Hn. Donc ici, le y de n égale Hn. D'accord? On ne développe pas. Ici, le y de n égale à Hn. Ensuite, on effectue les calculs nécessaires. Donc voilà, j'attaque mon système à temps discret avec une impulsion de Dirac. Voilà l'évolution de la sortie. D'accord? Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un outil mathématique avec lequel on calcule la transformée de Fourier ou bien on analyse un système à temps discret. D'accord? Je vous ai dit, c'est la transformée en Z. D'accord? Donc, vous avez fait ça en troisième année. Donc, ici, ce n'est que des rappels pour vous. Je vous donne directement ici
ici par définition, donc la forme avec laquelle vous calculez et la transformez en Z d'une telle séquence numérique. D'accord, voilà, soit un signal numérique XN causal. D'accord, nous travaillons aussi avec des séquences causales à temps réel. D'accord, nous démarrons de 0 à l'infini. D'accord, la transformée en Z est définie comment? Donc voilà, Z de la séquence, ou bien la TZ. Z veut dire transformer en Z. De cette séquence XN égale XZ. Donc voilà son image, d'accord, complexe. Ici, c'est l'origine. XN, c'est l'origine, c'est la séquence numérique donnée. Ici, c'est son image. Donc, c'est une sommation. Au lieu de calculer ça en utilisant intégrale, ici avec la place, nous utilisons intégrale. Fourier, nous utilisons ici intégrale pour les systèmes à temps continu. Mais pour le discret, je vous ai dit, nous manipulons des séquences ou bien des valeurs. D'accord? Des valeurs discrètes. Un vecteur de valeurs. Donc, on dit séquence numérique, donnée sous forme d'un vecteur. X de 0, X de 1, X de 3, d'accord? Donc voilà, c'est la somme de cette séquence numérique multipliée fois l'opérateur Z complexe. Z à la puissance moins n. N allant de 0 à plus l'infini. D'accord? Ici, je peux travailler avec ici n allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle ici un calcul bilatéral. Je vais trouver des valeurs côté négatif et côté positif. Comme nous, je vous ai dit, nous manipulons ici des séquences numériques causales. Donc, on s'arrête sur le côté positif. Donc, nous travaillons avec un TZ, la TZ unilatérale, côté positif. D'accord? Donc, voilà la syntaxe avec laquelle vous calculez la TZ. Donc, c'est la somme de la séquence XN multipliée par l'opérateur complexe Z à la puissance moins n. Donc, ici, je vous ai dit juste en bas, le lien entre la TL, la transformée de la place ici pour un signal échantillonné, eh bien un système échantillonné, et la TZ. Comment peut-on tirer la transformer en Z en se servant de la TL? Donc voilà, je vous ai donné ici un lien. Donc pour un signal échantillonné XNTE égale à XN, je vous ai dit, on normalise le TO à 1 pour les systèmes à temps discret, d'accord? La transformée de la place est donnée par. Donc, comment peut-on calculer la transformée de la place d'une séquence ou bien d'un signal échantillonné? D'accord? La transformée de la place d'un signal continu et se calcule par la forme intégrale. D'accord? Intégrale unilatérale. D'accord? Puisqu'ici, pour la place, elle est utilisée pour l'étude des systèmes à temps réel. D'accord? Ici, Heaviside, d'accord? Ou bien la place, on fait leur étude sur des système électrique. D'accord? Dans un système ils ont travaillé avec des systèmes réels. Donc, c'est pour cela, on commençait de 0 à l'infini. D'accord? Donc, il y a, ici, s'il y a une cause, il y a effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de réaction. D'accord? Donc, ici, j'ai un système électrique. Pour que ce système ici réagit ou bien répond, il faut que je l'excite à son entrée. D'accord? Donc, nous parlons ici du moment ici où on applique l'excitation. D'accord? Donc voilà, n allant de 0 à l'infini. Il est unilatéral. D'accord? Voilà donc ici, pour la TL, on a dit l'intégrale allant de 0, d'accord? T allant de 0 à l'infini. Même chose pour le cas discret, n, au lieu de travailler avec NTE, le T allant de 0 à l'infini, pour le cas continu. Mais ici, on discrétise le T, donc NTE. D'accord? NTE allant de 0 à l'infini. Avec TE, je vous ai dit égal à 1. Donc, ce qui reste ici, N allant de 0 à l'infini. D'accord? De la séquence, au lieu de dire X de T, expo moins PT dt, pour le cas continu, le X de T devient X NTE. D'accord? L'intégrale est devenue somme x NTE, le T est devenu discret NTE, expo moins PT, le T est discrétisé, elle est devenue NTE. Donc voilà, j'ai tout discrétisé en remplaçant l'intégrale par la somme. Donc voilà pour le signal échantillonné. D'accord, la transformée de la place d'un signal échantillonné est donnée par la forme, ici par une somme de XNTE ou bien XN avec TE égale à 1, expo moins NT expo moins MPTE. D'accord? Voilà ici, j'ai arrangé un peu les choses. X de N, expo moins expo,
j'ai mes expo petit e, le tout, je l'ai élevé de moins n, d'accord? La puissance moins n. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé expo petit e par l'opérateur z, par l'opérateur z, d'accord? Posant z égale expo petit e. Alors, si je remplace le z par expo petit e, j'aurai la transformée en z, d'accord? Donc voilà le lien entre la TL d'un signal échantillonné et la TZ. D'accord? En remplaçant expo PTE par Z. D'accord? Nous travaillons toujours avec des complexes. D'accord? Donc voilà, la transformée en Z peut donc être vue comme la transformée de la place appliquée à un signal échantillonné dans laquelle on a effectué le changement de variable. Uniquement, je remplace expo PTE par Z. D'accord? Donc voilà, pour vous, vous n'êtes pas obligé de passer par ces étapes. Si je vous demande de calculer la transformée en Z d'un tel système ou bien d'un tel signal, vous exploitez directement cette définition. La Tz de xn égale xz égale la somme de cette séquence xn multipliée fois l'opérateur z à la puissance moins n pour n allant de 0 à l'infini. D'accord? Ici, pour cet infini, c'est la taille, d'accord? C'est la taille, on vous donne ici les bornes de cette sommation. Alors, donc voilà ici pour la TZ. Donc, ce n'est qu'un rappel de tout ce que vous avez fait en troisième année dans le module réglage échantillonné. Voilà ici quelques propriétés, d'accord? C'est comme la place, d'accord? La TZ, c'est comme la place, d'accord? Et c'est pourquoi on a dit comme la place, puisqu'ici, il présente ce qu'on appelle calcul de la valeur finale et la valeur initiale. Pourquoi ici? Puisqu'ici, ici, nous travaillons avec des séquences causales, d'accord? Avec des séquences causales. Si nous travaillons avec des séquences causales, donc on a le point de départ, c'est 0, et le point d'arrivée, c'est le point de stabilité, c'est la fin. D'accord? Là où le système se stabilise, c'est la fin. Donc voilà, théorème de la valeur finale. Donc comment peut-on calculer ça? La valeur finale, c'est x de la séquence. Si je prends la séquence numérique x de n, la valeur finale, c'est à l'infini. D'accord? X à l'infini, égale à quoi? Égale limite de cette séquence x1 pour n tend vers l'infini. D'accord? Maintenant, si nous utilisons la tz, la transformée en z, ou bien nous travaillons avec la transformée ou bien la fonction de transfert, donc égale quoi? Égale limite, nous multiplions, égale limite de z moins 1 fois xz pour z tend vers 1. D'accord? Donc voilà, avec cette syntaxe, vous pouvez déterminer la valeur finale. D'accord? Si nous travaillons avec la séquence numérique, ici nous disons 1 tend vers l'infini. Si nous travaillons avec la transformée en z ou bien avec la fonction de transfert, nous multiplions le xz fois z moins 1. Et nous calculons limite pour z tend vers 1. D'accord? Nous calculons ça pour z tend vers 1. C'est comme la place. D'accord? Maintenant, théorème de la valeur initiale. J'ai bien dit pour un système causal, puisqu'ici, il démarre de 0. Donc, là, il faut qu'on détermine la valeur initiale, le point de départ. Donc, au point 0, x de 0 égale limite de xn de la séquence numérique pour n égale à 0. Ou bien limite de xz, donc ça tz pour z tend vers l'infini. D'accord? Donc ces deux théorèmes, c'est à connaître. Donc c'est comme le cas de la TL. Il y a aussi la linéarité. Si j'ai par exemple ici une forme linéaire, une somme de plusieurs ici valeurs, donc j'ai AXN plus BY de N, ça va donner quoi? La TZ de ça égale la somme de la TZ de chacun des éléments. D'accord? Égale à A constant, B constant, donc égale la TZ de X1 plus la TZ de Y de N. Ou encore retard discret. Pour un retard ici à temps continu, on a dit X de T moins T0, par exemple, que vaut sa TL ou bien sa TF. Donc, c'est le cas pour la TZ. La TZ de xn moins i, ici j'ai mis le retard i, ou bien n0. D'accord? C'est une valeur. xn moins n0, la TZ de tout ça, égale la TZ de xn fois la TZ du retard discret. Et c'est le retard discret, c'est i. Ou bien, si je mets ici i, je le remplace par n0, le retard discret, c'est n0. Alors, égale la TZ de xn, c'est xz, multiplié fois la TZ de retard i, c'est z à la puissance le retard. Si j'ai par exemple le i égale n0, donc c'est z à la puissance moins n0. D'accord? Donc la TZ de retard
ou bien décalage à connaître. D'accord? Cette propriété, on l'utilise donc fréquemment. D'accord? Voilà, ici pour le produit de convolution, c'était ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comment peut-on calculer sa TZ? C'est comme le cas de produit de convolution à temps continu, sa TF et sa TL. Alors, on a dit pour la TL, nous utilisons ce qu'on appelle, ou bien la TF, ce qu'on appelle le théorème de Plancherel. D'accord? Donc le produit de convolution. On a dit de deux séquences, H1 convolué avec EN. Pour la TF, je vous ai dit, nous appliquons le théorème de Plancherel, égale HF fois quoi? EF. Même chose ici pour les systèmes à temps discret, soit HN, la réponse impulsionnelle d'un système, linéaire 1, ici le variant dans le temps discret, toujours le produit de convolution, je vous rappelle toujours, s'applique pour le système linéaire invariant dans le temps discret. Voilà, et vous voyez SLID, système linéaire invariant à temps discret, D. Ici, il permet de calculer la sortie YN à toute entrée EN via le produit de convolution. Donc ici, la TZ de ce produit de convolution, donc la TZ de HN ou bien la TZ de Y de N égale Y de Z égale la TZ de HN convolué avec EN. Donc égale HZ, c'est la TZ de HN fois le produit normal, d'accord? La TZ de EN. Donc c'est HZ fois EZ. D'accord? C'est comme le cas de la place ou bien de Fourier. D'accord? Maintenant, modèle pour représenter un système discret, linéaire. Donc, c'est tout ce que je vous avais dit tout à l'heure. Nous définissons un système, d'accord, linéaire, plutôt linéaire invariant dans le temps discret. Par quoi? Par son équation aux différences ou bien récurrente. On verra juste en bas. Par sa fonction de transfert en Z, par sa réponse impulsionnelle. Ici, nous déterminons ça à partir de produits de convolution. Ensuite, nous effectuons la TZ pour trouver donc sa fonction de transfert, ou bien ce qu'on appelle diagramme des pôles et zéro. D'accord? À partir de diagramme de pôle et zéro, je peux déterminer la fonction de transfert en Z dans mon système. D'accord? Donc voilà les combien il y a 4, il y a 5. Donc ici, cas avec lesquels on peut définir un système linéaire invariant dans le temps discret. Maintenant, voilà ici le développement de tout ça. Équation, nous utilisons l'équation aux différences, aux équations récurrentes. Voilà ici un système à temps discret linéaire invariant dans le temps, possédant une entrée UN et une sortie YN peut être décrit par une équation aux différences ou bien équation récurrente à coefficient constant. Récurrent veut dire il y a toujours dépendance de la sortie actuelle de ce qui est passé. D'accord? Il y a ce qu'on appelle ici le retour de sortie vers l'entrée. D'accord? Un feedback. D'accord? Il y a toujours le retour de sortie vers l'entrée. Voilà, si par exemple j'ai le Y de N, c'est la sortie actuelle. J'ai le Y de N moins 1, c'est la sortie précédente de degré 1. J'ai Y de N moins 2, la sortie précédente d'ordre 2. D'accord? Jusqu'à pardon, jusqu'à Y de N moins P, c'est d'ordre, le retard est d'ordre P. D'accord? Égale maintenant les éléments de sortie égale les éléments d'entrée. J'ai ici le B0, B1, B2, ce sont des coefficients associés à ces entrées. C'est des constantes. Donc B0, UN, c'est l'entrée actuelle. UN-1, c'est l'entrée précédente d'ordre 1. UN-2 d'ordre 2. UN, jusqu'à UN-Q. Donc ici, c'est d'ordre K. Ici, le retard, ou bien le retard est d'ordre K. D'accord? Ici, récurrent veut dire toujours la sortie actuelle se calcule en fonction de ce qui est précédent sur la sortie. D'accord? D'accord? J'ai sortie actuelle. Voilà ici les sorties précédentes. D'accord? C'est des mémoires, c'est des sorties qui sont mémorisées. D'accord? Qui sont mémorisées pour qu'on puisse calculer la sortie actuelle. Donc la sortie actuelle dépend de ce qui est passé. D'accord?
Donc, ce type d'équation est bien adapté donc, au calcul numérique. Donc, ici, par exemple, si nous utilisons ici le calculateur, donc ici pour faire ou bien faire analyse d'un tel système discret, donc il utilise quoi? Il utilise l'équation récurrente ou bien en différence. Il ne manipule pas la fonction de transfert. Il manipule un calcul en utilisant cette équation aux différences. Donc ici, voilà comment on calcule la sortie actuelle. Donc ici, j'ai ça égale ça. J'ai les éléments de sortie égale les éléments d'entrée. Maintenant, je fais sortir la sortie actuelle égale à combien? Donc voilà, égale à ce qui est précédent sur les sorties, plus les entrées. D'accord? Donc la sortie actuelle égale, je remets tous ces termes du côté droit. D'accord? Plus ce qui est lié à l'entrée. D'accord? On dit que le y de n est la sortie actuelle qui dépend des sorties précédentes et entrée actuelle et précédente. D'accord? C'est pour cela, si le système dépend des sorties précédentes, on dit que le système est récurrent. D'accord? Récurrent veut dire dépendance de la sortie actuelle de ce qui est passé, de ce qui est précédent. D'accord? Donc voilà ici pour l'équation récurrente. Voilà comment elle se calcule. On dit que les éléments de sortie égale ce qui est relié à l'entrée. D'accord? Ensuite, on fait sortir l'entrée actuelle ici pour ici P égale à 0. Lorsque P égale à 0, on va voir quoi? Y de n moins 0, c'est Y de n. Dans ce cas-là, donc c'est la sortie actuelle. D'accord? Égale, et c'est pour P égale à 1, pour P égale à 2, pour P jusqu'à, d'accord? Plus ce qui est relié à l'entrée. D'accord? Donc ici, on peut par exemple calculer, si je vous demande par exemple de calculer la sortie sur n points, sur par exemple 3 points. Vous allez calculer y0, y de 1, y de 2. Combien ça va donner? D'accord? On verra ici le TD. D'accord? Vous allez mieux comprendre le processus de calcul pour la sortie d'un système discret. D'accord? En utilisant la forme récurrente, en utilisant le produit de convolution. D'accord? Donc ici, voilà, en utilisant, ici, je vous ai dit, on peut définir le système par l'équation récurrente, par Hadi. D'accord? J'ai la sortie, d'accord, qui dépend des sorties précédentes et les entrées actuelles, plutôt, et les entrées actuelles et précédentes. Donc, comment je peux définir mon système? Ici, je que les sorties. Donc, en appliquant ce qu'on appelle la TZ, la fonction de transfert en Z. Donc, ici, je reprends l'équation récurrente, il est là, pour calculer la transformer en Z. J'ai les sorties égales, donc les éléments de sortie égale ce qui est relié à l'entrée. Ici, en appliquant la transformée en Z et en utilisant la propriété du retard. Tout à l'heure, je vous ai dit, le retard, il faut bien le mettre dans vos têtes puisqu'on l'utilise tout le temps, d'accord? Ici, pour décrire un système numérique, d'accord, j'ai à partir d'une séquence numérique, d'accord, xn moins i ou bien moins n0. Donc, si je vous demande de l'analyser, vous êtes obligé de passer à sa fonction de transfert, d'accord? Donc, on est obligé de déterminer la TZ du retard. Elle vaut combien, d'accord? Donc, ici, j'ai des séquences retardées. J'ai y de n moins 1, y de n moins 2, y de n moins 3 jusqu'à y de n moins p. Ici encore pour l'entrée, j'ai un moins 1, un moins 2, un moins 3 jusqu'à un moins q. Donc ici, ce qui est retardé, voilà, je vous ai donné la syntaxe avec laquelle vous déterminez la TZ. D'accord? Directement, vous l'appliquez. Donc ici, voilà, pour l'entrée, ou bien la sortie. Y de n, sa TZ égale à combien? Par définition, égale y de z. Je mets y de n, sa TZ, c'est y de z, directement. Maintenant, j'ai A1, y de n moins 1. Le A1 est une constante, je la laisse de côté. Donc, j'ai y de n moins 1. Le i ici égale à 1. Donc, ça va donner quoi? Y de z, z à la puissance moins 1. D'accord? J'aurai y de z, z moins 1. Maintenant, j'ai A2, y de n moins 2. Donc, il est d'ordre 2. Le retard. Donc ici, j'aurai quoi? Y de z fois z moins 2. D'accord? Jusqu'à AP y de n moins p. Donc ça va donner quoi? Ça va donner AP
Z moins P fois Y de Z. Vous voyez, à chaque fois, il y a Y de Z qui apparaît. Y de Z, Y de Z, Y de Z. Je les fais sortir. D'accord? J'ai factorisé ça comme facteur. Je les fais sortir comme facteur. واش خليت هنايا j'ai Y de Z. Y de N égale à Y de Z. واش يبقى لي 1. J'ai A1 Y de N moins 1. J'aurai quoi? J'aurai A1 Y de Z fois Z moins 1. كي نخرج Y de Z واش يبقى A1 Z moins 1. Même chose, A2 Y de N moins 2. La TZ تاعو ça va donner le A2 constant Z moins 2 Y de Z. نخرج le Y de Z يبقى لي A2 Z moins 2 plus jusqu'à AP Z moins P Y de Z. Y de Z خرجته يبقى AP Z moins P. Donc voilà, خرجت le Y de Z comme facteur. واش يبقى لي que ces éléments 1 plus A1 Z moins 1 plus A2 Z moins 2 plus jusqu'à AP Z moins P. Je fais de même pour la partie droite pour les entrées. J'ai le B0, d'accord? Le UN, ça TZ, c'est UZ, U de Z, B1 fois UN moins 1, j'ai un retard de 1, d'accord? Donc ça va donner la TZ de UN, c'est UZ, multiplié fois la TZ de retard, c'est Z moins 1, plus le B2 UN moins 2, ça va donner UZ fois U de Z fois Z moins 2, et ainsi de suite. Donc voilà, à chaque fois, je vois le IZ qui apparaît. Donc je le fais sortir comme facteur. واش يبقى لنا هنايا pour le EN ça TZ ça va donner quoi UZ كي نخرج le EZ هذا il est associé à B0 donc يبقى لي B0 pour le B1 UN moins 1 كي نخرج le EZ يبقى لي B1 Z moins 1 pour le B2 UN moins 2 يبقى لي B2 Z à la puissance moins 2 jusqu'à BQ Z moins Q voilà خرج le EZ puisqu'il apparaît à chaque fois donc هنايا حنايا واش نحوسو fonction de transfert le HZ donc واش قلنا la fonction de transfert on a dit c'est le rapport entre les sorties et l'entrée d'accord Y de Z et UZ voilà donc je mets Y de Z sur UZ je forme HZ d'accord ici en se servant de de ces éléments reliés aux entrées et sorties donc ça va donner quoi le B0 plus B1 Z moins 1 plus B2 Z moins 2 jusqu'à plus BQ fois Z moins Q sur ce qui est relié à la sortie. 1 plus A1 Z moins 1 plus A2 fois Z à la puissance moins 2 jusqu'à plus AP Z moins P. Donc voilà comment j'ai pu former la fonction de transfert à partir de la TZ de l'équation récurrente ou bien aux différences. D'accord en calculant la TZ des séquences retardées. Voilà, je vous ai donné ici juste à côté la TZ de xn moins i ou bien yn moins i ou bien. D'accord? Donc voilà, je vous ai donné cette syntaxe avec laquelle vous pouvez calculer la TZ des retards ou bien des séquences retardées. D'accord? Donc voilà, j'ai déterminé la fonction de transfert en Z, d'accord, en se servant de la forme récurrente. D'accord? Donc voilà ici comment la fonction de transfert elle est donnée sous forme fractionnelle ou bien rationnelle dans le numérateur. Elle est comment? C'est un polynôme, d'accord, d'ordre Q et le dénominateur aussi est un polynôme d'ordre P. D'accord? Est un polynôme d'ordre P. Ici, j'ai mis des formes polynomiales pour le numérateur et le dénominateur. D'accord? Maintenant, il y aurait une autre forme. D'accord? C'est ce qu'on appelle factorisation de la fonction de transfert. D'accord? Factorisation, on essaye de faire apparaître des multiplications, des éléments simples. D'accord? J'ai un polynôme, je le factorise. Par exemple, j'ai d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, d'ordre 1. D'accord? J'essaie de factoriser ça sous forme des polynômes simples d'ordre 1, 1, 1. D'accord? C'est en utilisant des produits. D'accord? Alors, ici, toujours nous revenons sur le produit de convolution, c'est la même chose, c'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Donc, voilà ce qu'on appelle ici diagramme pour les zéros. Donc ici, la fonction de transfert qu'on vient de calculer sous forme rationnelle, le numérateur polynôme et le dénominateur polynôme, je vous ai dit, on essaie de factoriser le numérateur et le dénominateur par produit, ici des polynômes d'ordre 1 simplifiés.
D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ici. H de Z égale le numérateur BZ sur le dénominateur AZ. D'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai fait, ici, c'est constant, C. D'accord? Égal à quoi? Le produit des éléments simples, ici, simplifiés au numérateur, sur le produit, ici, des polynômes simplifiés au dénominateur. D'accord? Ici, le dénominateur est un polynôme. Je peux calculer, ici, ses racines. Les racines qui annulent le dénominateur, on les appelle les pôles. Les racines qui annulent le numérateur, c'est qu'en haut, on les appelle les zéros. Donc voilà, ici j'ai factorisé. Le numérateur se forme de z moins z0 fois z moins z1 fois z moins z2 fois z moins z3. Vous voyez, j'ai développé ce produit. D'accord? Le j allant de 1 à m. Donc z moins z1 fois z moins z2 fois z moins z3 sur. Je développe aussi ce produit au niveau de dénominateur. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Z moins P1 fois Z moins P2 fois Z moins P3 fois Z moins P... Avec P1, P2, P3, ce sont les pôles ou bien les racines qui annulent ce dénominateur. On dit que c'est une forme factorisée. J'ai factorisé sous forme de produit, d'accord? Ici, de polynôme d'ordre 1, 1, 1, 1. D'accord? Pour avoir un polynôme d'ordre P ou bien Q. D'accord? Ici, on l'appelle forme factorisée. Donc, on a fait apparaître les pôles au dénominateur et on a fait apparaître les zéros au numérateur. Donc, voilà ici, je peux traduire ça sous forme de quoi? Diagramme pôle et zéro. Donc, voilà ici, vous voyez ici un rond, un cercle. On l'appelle cercle unité. D'accord? Ici, pourquoi cercle unité? Elle présente un rayon égal à 1. Elle présente un rayon égal à 1. D'accord? Donc ici, vous voyez ce qui est, et c'est pour les zéros, ou bien des racines qui annulent le numérateur, d'être ici bleu avec une forme rond, un rond. Mais pour ce qui annule le dénominateur, je l'ai mis sous forme d'une croix rouge. D'accord? Voilà. Donc ici, je vous donne un exemple. HZ égale 0,2 sur 1 moins 0,8 Z moins 1. D'accord? Ici, je vous demande de faire apparaître cette forme, la forme l'hadi factorisée, HZ égale. On essaie de faire apparaître les zéros et les pôles, d'accord? Au lieu de travailler avec ici Z moins 1, on essaie de travailler avec des puissances positives en Z, de Z. Donc, ce que j'ai fait ici, je multiplie le numérateur et le dénominateur fois Z. J'aurai quoi? Pour faire apparaître Z, ici en puissance positive. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur fois Z. Je vais avoir ici quoi? 0,2 fois Z, 0,2 Z, sur le dénominateur, j'aurai quoi? Z fois 1, ça va donner Z, moins 0,8 Z moins 1 fois Z. Donc, ça va donner quoi? 0,8 Z moins 1 fois Z à la puissance 1, ça va donner Z à la puissance 0. Donc, j'aurai uniquement 0,8. Donc, voilà la forme en Z. C'est 0,8, c'est 0,2 Z sur Z moins 0,8. Et c'est le PI. Elle vaut combien? Z moins PI. Z moins 0,8. Donc, le P1 égale 0,8. D'accord? Ici, le J égale à 0. Le J égale à ici 0,2 Z. 0,2 Z. Pour annuler le numérateur, il faut que Z soit 0. D'accord? Il faut que Z soit 0. Donc ici, ce qui annule le dénominateur, c'est 0. Je l'ai mis ici, sur le cercle unité. Voilà. Au point 0, il y a le HZ soit nul. D'accord? Maintenant, pour annuler le dénominateur, il faut que Z soit égale 0,8. Voilà. Le pôle, c'est 0,8. J'ai remplacé ici le pôle par croix en rouge 0,8. D'accord? Donc ici, à partir de ce cercle unité, ou bien de ce qui est représenté ici dans le cercle unité, je peux former la fonction de transfert. D'accord? Si vous regardez bien, ici que vous HZ, j'ai un pôle, vous voyez, en rouge, croix en rouge, 0,8, c'est un pôle. D'accord? J'ai aussi ici un 0, ou bien une racine qui annule le numérateur. Au point 0, le numérateur est nul. D'accord? J'ai ici le dénominateur à 0,8. Donc, tant mieux, je peux tout de suite définir ma fonction de transfert. D'accord? À partir du diagramme pôle et 0. D'accord? Donc, voilà pour celui-là.
Donc aussi pour la stabilité, d'accord? Il y a la stabilité à temps discret. On a parlé pour que le système soit stable, il faut que, c'est comme le cas du système à temps continu, il faut que la réponse impulsionnelle du système tend vers zéro lorsque un tend vers l'infini. D'accord? Au fur et à mesure, ici, lorsqu'on excite, par exemple, le système par une impulsion de Dirac, d'accord, ce n'est qu'un phénomène bref, donc il y a réaction, ensuite il y a le retour à la stabilité, d'accord. Donc voilà, dès que l'action ici disparaisse, donc vous voyez la réponse du système, elle décroît jusqu'à ce qu'il atteint la stabilité ou bien zéro. D'accord. Donc ici, le système, on dit que le système est stable si la limite de Hn égale à zéro lorsqu'on fait tendre le 1 vers zéro. Ou bien, quel que soit I, on dit que le système est stable lorsque le module des pôles soit inférieur à 1. D'accord. Tous les pôles doivent être de modules strictement inférieurs à 1. Pourquoi ici on parle de modules? Puisqu'ici les pôles peuvent être des complexes. D'accord. Il faut qu'on calcule le module de pôle complexe, on le trouve inférieur à 1. Si on le trouve inférieur à 1, tant mieux. Donc le tout il est dans le cercle unitaire, le système est stable. D'accord. Voilà pour le cours, ce cours, donc pour les signaux numériques. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point? Donc on a vu tout ce qui, ou bien ce qui est relié au système et signaux, c'est à temps discret, d'accord? On a vu les différentes caractéristiques, on a vu les différentes outils utilisés pour définir un système à temps discret, d'accord? Et voilà, donc est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne cette partie? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Les autres? Non. Sinon, je passe partie filtrage, d'accord? Donc ici, c'est tout ce que vous avez fait en troisième année. Ce n'est qu'un rappel, d'accord? Maintenant, je passe analyse des filtres numériques, d'accord? Donc, on dira directement le TD sur les filtres numériques, d'accord? Donc, c'est le dernier chapitre. Voilà pour le filtre numérique, c'est comme le cas des filtres analogiques. Donc, sauf ici, elles peuvent être décrites par ce qu'on appelle des séquences numériques, d'accord? Euh, ou bien par ce qu'on appelle séquence numérique, ou bien ce qu'on appelle équation récurrente. C'est tout ce que je viens